Bonjour, dans notre ronde des philosophes, nous accueillons aujourd'hui Platon, Aristote, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, Marie-Lou et moi-même, Christine. Je laisse ces philosophes se présenter eux-mêmes. Bonjour, je m'appelle Platon, je suis un philosophe grec. Je suis né vers 428-427 avant Jésus-Christ et je suis mort en 348-347 avant Jésus-Christ. Je m'appelle Aristote, je suis un philosophe grec et j'ai même été l'élève de Platon. Je suis né en 384 avant Jésus-Christ et je suis mort en 322 avant Jésus-Christ. Je m'appelle Jean-Jacques Rousseau, je suis né en 1712 et je suis mort en 1778. Je m'appelle Friedrich Nietzsche, je suis un philosophe allemand, je suis né en 1844 et je suis mort en 1900. Je m'appelle Marie-Lou. Je m'appelle Christine. Je vous propose d'écouter cette histoire, l'anneau de Gygès, que nous devons à Platon. Et nous nous retrouvons après. L'anneau de Gygès, d'après une légende grecque racontée par Platon. Illustration Christine Carlier. Gygès était un jeune berger. Comme tous les bergers, il était pauvre et sa subsistance dépendait entièrement du roi. Les moutons appartenaient au roi et c'est Gygès qui devait les soigner. Tous les jours, Gygès conduisait son troupeau dans les montagnes. Un jour, un orage terrible éclata. Et un tremblement de terre ouvrit les entrailles de la terre. Le sol s'était fissuré et une crevasse s'était formée. Gygès essaya de s'abriter, mais il n'y avait aucun abri autour de lui. Heureusement, l'orage fut de courte durée. Alors, Gygès, qui était un jeune homme curieux, décida d'aller voir l'intérieur de la terre. Là, il vit un cheval d'airain creux, percé de petites ouvertures, à travers lesquelles, ayant glissé la tête, il aperçut un cadavre, qui était apparemment celui d'un géant. Le mort n'avait rien sur lui. Il s'approcha et remarqua, fixée au petit doigt, une bague au chaton rouge qui luisait. Il s'agenouilla et retira la bague. Puis, il la passa à son index droit. Il n'avait jamais rien possédé en dehors des quelques vêtements qu'il portait tous les jours. Dans le sac qui ne le quittait jamais, il rangeait un vieux morceau de pain et un bout de fromage. Lorsqu'il avait soif, il buvait l'eau du ruisseau. C'était ses seules richesses. Il admira encore sa jolie bague. C'était vraiment une jolie bague. Il aimait le rouge chatoyant de sa pierre. Toutes les semaines, en son palais, au bord de la mer, le roi réunissait tous les bergers afin de donner ses ordres. Le lendemain du tremblement de terre, tous les bergers se rendirent donc chez le roi. Ils étaient tous rassemblés et écoutaient ce que leur ordonnait le roi. Gygès s'ennuyait. Il avait hâte de retourner voir son troupeau. Il n'aimait pas le roi. Pour passer le temps, il se mit à jouer avec sa bague et il tourna le chaton vers la paume de sa main. Et là, oh surprise, il devint invisible. Il entendait les autres bergers parler de lui et personne ne le voyait, tandis que lui entendait et voyait tout le monde. Il tourna plusieurs fois la bague autour de son doigt et le prodige se répéta à chaque fois. Gygès alla trouver la reine dont il était amoureux depuis longtemps. Il avait remarqué qu'elle n'était pas heureuse. Il lui parla du pouvoir de la bague. Alors ils conçurent un plan. Gygès retourna au palais et se mêla à d'autres personnes qui venaient offrir des cadeaux au roi. Il tourna sa bague et devint invisible. Ainsi,
Il tua le roi sans que personne ne puisse le voir et l'arrêter, et il prit sa place avec la complicité de la reine. Il épousa la reine et devint lui-même le roi. En nous proposant cette histoire, Platon nous pose les questions suivantes. Si nous possédions l'anneau de Gygès, et si nous étions sûrs de ne jamais être punis, en profiterions-nous pour voler, tuer et faire tout ce que nous avons envie de faire? Autrement dit, est-ce que nous évitons de faire le mal parce que nous pensons que c'est mal, ou est-ce par crainte des punitions, du châtiment? Lorsque Gygès découvre un anneau d'or lui permettant de devenir invisible, il en profite pour prendre la place de son roi et épouser la reine. Cette histoire nous dit que ceux qui pratiquent la justice, ils agissent ainsi parce qu'ils ne peuvent pas commettre de l'injustice, c'est-à-dire commettre des actions qui sont contre les lois ou contre la morale. Pourquoi? Parce qu'ils risquent d'être punis. Gygès était apparemment un honnête homme. Jamais il n'avait agi injustement avant d'avoir trouvé le moyen d'accomplir le mal en toute impunité, c'est-à-dire sans craindre d'être découvert et puni. Gygès n'aurait probablement jamais commis le mal s'il n'avait pas découvert l'anneau. Il a donc pratiqué l'injustice dès qu'il en a eu le pouvoir grâce à l'anneau d'invisibilité. Personne n'est juste volontairement. L'homme doit savoir se gouverner lui-même et équilibrer les passions contradictoires qui sont en lui. Il doit se comporter avec justice tout le temps, et pas seulement parce qu'il a peur d'être vu, d'être pris et d'être puni. Et c'est pour éviter qu'il commette des injustices qu'il ne peut pas détenir tous les pouvoirs comme le font les dictateurs. En partageant le pouvoir, il y a moins de risques de commettre des injustices. Il existe des inégalités entre les individus, et il faut favoriser et rétablir une égalité. On peut distinguer la justice au sens général, ce qui est conforme à la loi, en fonction de l'intérêt général, et la justice au sens particulier, et là la justice s'appelle l'équité. D'un côté, il y a la répartition des avantages entre les membres de la communauté, cela s'appelle la justice distributive. C'est agir selon un principe de proportionnalité. Chacun reçoit en fonction de ses besoins. Et d'un autre côté, la justice qui concerne les transactions entre les individus, et cela s'appelle la justice corrective, elle est régie par un principe d'égalité. Chacun a la même chose que l'autre. Quel que soit ce qu'il pouvait avoir au début, peu importe, chacun aura la même chose. Ah oui, par exemple, si nous devons partager une somme d'argent, nous pouvons faire des parts égales et chacun aura la même somme, quel que soit l'argent dont il dispose avant le partage, tandis que la justice distributive, c'est l'équité, c'est-à-dire que on donne plus à ceux qui ont moins d'argent et on donne moins à ceux qui en ont plus dès le départ. Mais comment sait-on quand quelque chose est injuste ? Le sentiment d'injustice est un sentiment partagé par la plupart des gens. Par exemple, une promesse non tenue, une punition, un partage inégal. D'ailleurs, il existe des proverbes et des expressions qui vont en ce sens, comme lorsqu'on dit « il faut rendre à chacun ce qui lui est dû »,« il faut protéger les plus faibles »,« il faut donner à chacun sa chance ». La justice est le contraire de la justice. Il n'est pas facile de définir spontanément ce qu'est la justice. Chacun se croit capable d'apprécier la justice ou l'injustice d'un fait, d'un acte ou d'une parole. Nous ressentons de l'injustice pour la situation d'un autre parce que nous sommes capables de pouvoir nous mettre à sa place, à éprouver ses malheurs et ses peines. Mais comme il s'agit d'un sentiment, celui-ci est subjectif et dépend de différentes choses. Par exemple, il dépend de nous-mêmes, de notre personnalité, de notre état d'esprit, de notre expérience, de nos conditions psychologiques, physiques, morales. Il dépend des situations, des lieux, des époques, de la culture, enfin de plein de choses. Oui, et cela dépend aussi de nos habitudes et de nos croyances. La justice humaine et le sentiment d'injustice ne sont pas universels. Par exemple, concernant les pays faisant partie de l'Union européenne, les gouvernants essaient d'unifier leurs règles de droit ou tout au moins ils en partagent un certain nombre. À une échelle plus grande, au niveau mondial, il existe des différences considérables. Se prévaloir des droits de l'homme est une manière de protester contre certains traitements, contre certaines lois, comme lorsqu'on torture des gens dans certains pays ou quand on empêche les filles d'aller à l'école. La justice passe par l'éducation des citoyens et par l'organisation de la cité. Justice et injustice naissent des relations entre les individus.
La justice commence lorsqu'il est plus avantageux pour des personnes qui ont à peu près la même puissance commerciale ou militaire de négocier plutôt que de faire la guerre. Quand il n'y a pas de supériorité nettement reconnaissable et qu'un conflit ne mènerait qu'à des pertes réciproques et sans résultat, c'est là que naît l'idée de s'entendre et de négocier. Chacun donne satisfaction à l'autre en recevant lui-même ce dont il a plus envie que l'autre. La justice, c'est un échange, c'est une balance. Une action juste n'est pas une action désintéressée. Je ne suis pas d'accord. Il existe certains principes innés de justice, des principes qui ne sont pas acquis par un apprentissage ou par un héritage social ou culturel. Il y a des principes naturels et universels. Si vous regardez toutes les nations du monde, toutes les cultures diverses qui existent, il y a partout les mêmes idées de justice et d'honnêteté, partout les mêmes notions de bien et de mal. Il y a un principe inné de justice et de vertu que l'on retrouve chez tout le monde et qui nous permet de juger si une action est bonne ou mauvaise. Ce principe, je l'appelle conscience. Il ne faut pas mélanger nos idées acquises par notre éducation, nos apprentissages, nos expériences, notre réflexion et nos sentiments naturels. Nous sentons avant de connaître et nous n'apprenons pas à vouloir notre bien et à fuir notre mal. Cela se fait naturellement. De la même manière, l'amour du bon et la haine du mauvais nous sont aussi naturels que l'amour de nous-mêmes. Les actes de la conscience ne sont pas des jugements, mais des sentiments. Les sentiments viennent du dedans de nous. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui revient. Mais pour savoir ce qui revient objectivement à chacun, il faut s'appuyer sur des lois qui concernent tout le monde, des lois publiques et reconnues. Les lois sont générales. Le problème est que les cas où les lois doivent s'appliquer sont spécifiques. Ils sont différents les uns des autres. Comment bien juger? Comment appliquer avec équité la même loi à des cas particuliers? Faut-il appliquer la même loi de la même manière pour tous, et quel que soit le cas, ou faut-il tenir compte des personnes et des circonstances? Chacun doit être soumis de manière égale à la loi. Il faut appliquer les lois de façon inflexible. Celui qui refuse d'obéir aux lois désobéit au contrat social et s'exclut de la société. Il se déclare en guerre contre les autres membres de la société et peut être puni. Marie-Lou 13. Que voulez-vous dire par contrat social? Eh bien, l'homme vit en société. Et il faut un ordre social pour que cela fonctionne. Il faut penser à l'intérêt général, l'intérêt de tous. Chacun doit renoncer à tous ses droits particuliers ou les droits du plus fort pour qu'il y ait égalité des droits pour tous dans la société. Une organisation sociale, pour être juste, repose sur un accord qui garantit l'égalité et la liberté pour tous les citoyens. Le peuple est souverain, c'est lui qui décide. En France, c'est par les élections que l'on voit que le peuple est souverain, puisque les gens votent pour des personnes qui vont les représenter pour prendre des décisions qui devront être utiles pour tous. C'est pour cela que si quelqu'un enfreint la loi, il doit être sanctionné. Des peines sont nécessaires, certes, mais comment décider de leur forme et de leur justesse? L'équité prend en compte les situations et les personnes. Elle vient parfaire les règles de fonctionnement d'une société. Le caractère général des textes juridiques ne leur permet pas de tenir compte de tous les cas particuliers. C'est pour cela qu'un juge est nécessaire, car il peut interpréter les textes de loi et les situations qu'il a à juger. Un jugement équitable ne peut se contenter d'appliquer les lois de manière stricte. Il permet de compléter les lois, de corriger les manques des lois. Nous avons vu avec Platon que respecter la justice permet d'interdire à tous de commettre l'injustice. Ainsi, personne ne subit l'injustice. Pour lui, personne n'est juste volontairement. Il nous a dit aussi que la justice passe par l'éducation des citoyens et par l'organisation de la société. La justice et l'injustice naissent des relations entre les individus. Aristote, lui, nous a parlé de l'égalité et de l'équité. Les juges sont là pour tenir compte des cas particuliers et nuancer les lois et les sanctions en fonction des situations. Quant à M. Rousseau, le sentiment d'injustice, puisque c'est un sentiment, dépend de ce que chacun éprouve en fonction de sa personnalité, de sa culture, de ses croyances, de ses expériences. Et ce qui nous permet d'évaluer l'injustice subie par quelqu'un d'autre, c'est notre capacité à nous mettre à sa place. Concernant les lois, il dit qu'elles doivent s'appliquer de la même manière pour tous, contrairement à ce que dit Aristote. Les lois sont nécessaires pour régler la vie en société. Et de son côté, M. Nietzsche dit que la justice est née de la volonté de s'entendre entre des personnes qui sont de force à peu près égales. Il s'agit de pouvoir faire des échanges de manière à ne pas être lésés de part et d'autre, et donc on est juste de manière intéressée. Je vous remercie.